On va inviter tout de suite notre ami Mohamed Rouf pour nous présenter le déclenchement par agoniste et transfert en frais. On va demander aux personnes qui sont dans la salle de rapidement s'installer, s'il vous plaît, pour qu'on puisse commencer. Et de fermer la porte. Merci. Mohamed, vas-y. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous d'être restés un samedi après-midi. Alors, voilà, quand on parle de déclenchement, la stimulation est finie et on a convoqué la patiente plusieurs fois, fait beaucoup d'échographies, beaucoup d'analyses, juste pour savoir quand est-ce que justement ce moment va arriver, quand est-ce qu'on va déclencher l'ovulation. Mais vous savez que le déclenchement de l'ovulation, c'est un processus qui est extrêmement important en fécondation in vitro parce que c'est ce qui va permettre finalement le détachement du complexe cumulo-ovocytaire et son passage en métaphase 2. Et c'est ce qui va vous permettre, quand vous allez recueillir, de donner aux biologistes des métaphases 2. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce que nous voulons et c'est ce qui va permettre le succès. Donc c'est une étape qu'il ne faudra pas rater quelque part. Et si on se rappelle de la physiologie, c'est bien la LH qui est la responsable de ce phénomène d'ovulation, sauf qu'elle n'a pas que ce rôle, elle a aussi un rôle pour soutenir le corps jeune, pour qu'il sécrète de la progestérone, pour avoir une phase lutéale adéquate. Le problème en fécondation in vitro, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette LH, donc on va utiliser un peu son similaire parce qu'elle a une demi-vie trop courte. Sa sœur jumelle, c'est l'HCG, mais elle n'est pas tout à fait jumelle, puisque l'HCG, elle a une longue demi-vie. Son rôle en physiologie, ce n'est pas du tout ça. Son rôle en physiologie, c'est de faire en sorte de sauver le corps jeune en cas de survenue de grossesse. Donc elle est puissante dans ce rôle-là. Et donc, en fécondation in vitro, on substitue la LH, on lui substitue l'HCG, et donc, car il faudrait imaginer 5000 unités de LH recombinantes pour reproduire un pic de LH. C'est énorme, c'est trop cher. Heureusement qu'il y a l'HCG. Le problème, c'est que ça ne se fait pas toujours sans frais, puisque, voilà, l'HCG, on sait, c'est elle qui est responsable de cette complication que personne n'aime voir le jour du transfert, ou un coup de fil très tard le soir pour dire « je suis aux urgences, j'ai mal, le ventre plein », le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. C'est ce que nous ne voulons plus voir en fécondation in vitro. Le problème de l'HCG, voilà, c'est qu'on l'utilise dans son rôle qui n'est pas, dans ce rôle qui n'est pas le sien, de déclenchement de l'ovulation. Et quand il y a une assise trop importante de follicules, eh bien, on voit très bien que cet HCG va venir exploser quelque part cette bombe à retardement, puisque tous ces corps jeunes nouvellement formés vont être entretenus de manière très anormale et supraphysiologique, ce qui va faire le lit de l'hyperstimulation, du syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Si on veut l'éviter, ce syndrome, il va falloir, et si on veut l'éliminer, il va falloir se passer de l'HCG. Se passer de l'HCG exogène pour le déclenchement, c'est le sujet du jour. Et aussi se passer de l'HCG endogène, parce qu'on risque toujours le syndrome d'hyperstimulation tardif quand on a de l'HCG venu sur ce lit de multiples corps jeunes. Donc, il nous faut trouver un substitut à l'HCG. Ça a été trouvé depuis longtemps, je ne vous apprends rien, c'est le sujet du jour, puisqu'on s'est dit, voilà, donc on va utiliser l'agoniste de la GnRH pour faire sécréter de l'hypophyse, de la LH endogène en forte dose pour qu'elle fasse exactement, ou presque, comme on va le voir, un pic endogène et naturel de LH. Et si c'est de la LH, eh bien, on ne risque pas l'hyperstimulation parce qu'elle n'a pas cette demi-vie longue qui va agir sur ces corps jeunes. Voilà, donc plusieurs protocoles et plusieurs molécules sont disponibles. Ça marche. Nous, ce qu'on a, c'est le décapeptyle. Donc, on utilise un dosage de 0,2 mg 36 heures avant la ponction. Donc, exactement ce qu'on ferait avec de l'HCG. Donc, les autres agents qui ont été présentés dans la littérature, on ne les a pas. Mais voilà, vous voyez, il y a même les formes intranasales qui peuvent être utilisées. Alors, ça marche, ça crée par effet flare-up un bel pic de LH, mais de FSH aussi. Et ça, c'est intéressant parce que ça reproduit ce qui se passe naturellement. Ça ne peut se faire que sous cycle antagoniste, bien entendu, puisque si vous êtes déjà
en désensibilisation par agoniste, ça ne marche pas. Vous l'avez compris parce que déjà l'hypophyse est désensibilisée. Il faut des cycles réguliers et pas de prise prolongée de pilules parce que là, du coup, ce n'est pas de l'exogène, mais on va pousser l'hypophyse à donner son LH. Donc il faut qu'il ait de la LH dans ces granules de sécrétion. Donc ça marche parce que les méta-analyses le disent, quand on fait ça, on n'a pratiquement plus d'hyperstimulation ovarienne, superbe, mais on a bien sûr quelque chose d'autre, on a une phase lutéale qui est complètement défectueuse. C'est un problème parce que si vous déclenchez avec un agoniste et que vous voulez faire un transfert en frais comme on veut tous le faire, eh bien, c'est pas possible, ça donne des taux de grossesse qui sont extrêmement bas, dus à la courte durée de ce pic de LH, comme vous le voyez ici, ce qui va se traduire, bien entendu, par une courte période d'exposition ou de protection de la phase lutéale, contrairement à la CG, où vous voyez, elle vous procure déjà 6 jours de stimulation des corps jeunes qui vont sécréter de la progestérone, et bien entendu, vous allez rajouter le soutien classique à la phase lutéale et vous allez pouvoir vous en sortir. Mais avec le décapeptyle, avec l'agoniste, on a une phase lutéale défectueuse. Se surajoute à ça un effet probable lutéolytique des agonistes, et puis les doses supraphysiologiques d'œstrogène qui vont faire en sorte d'avoir une phase lutéale complètement défectueuse. On nous a dit que le freeze-all sauve la situation, et c'est vrai, parce que si la phase lutéale est défectueuse en frais, eh bien, très bien. On congèle le tout et on transfère ça sur un autre cycle, et ça va éviter et le syndrome d'hyperstimulation précoce, mais aussi le syndrome d'hyperstimulation tardif, et c'est ça le grand avantage. Et ça marche. Ça marche tellement que ça a été pendant des années le gold standard après un déclenchement par agoniste, mais en plus on a commencé à utiliser l'agoniste dans toutes les indications où il y avait du freeze-all. Par exemple, quand on fait de l'oncofertilité, on sait qu'on va congeler les ovocytes, et ben, pour ne courir aucun risque d'avoir une hyperstimulation, c'est la solution déclenchement par agoniste. Sauf que le freeze-all, évidemment, c'est bien, on essaie de le généraliser, mais on est confronté à des difficultés. Pour les plus, sécurité, efficacité, rien à dire, les études l'ont montré. Mais il y a un coût supplémentaire, du temps alloué, il faut que tous les laboratoires qui font ça maîtrisent absolument les techniques de congélation. Et puis, il faut le dire, nos patientes sont souvent déçues quand on ne fait pas le transfert en frais. Alors, est-ce qu'on peut le faire quand même, ce transfert en frais, tout en déclenchant avec un agoniste et en ayant toujours en tête 2 impératifs, parce que c'est ça quand même l'enjeu quand on déclenche avec un agoniste, c'est la sécurité, donc pas d'hyperstimulation, et l'efficacité. Pour ça, revenons au basique, donc l'axe hypothalamo-hypophysaire. Si on veut stimuler tout en bas œstrogène et progestérone, eh bien, la solution serait, bien entendu, de suivre l'axe. On peut rajouter des agonistes, de la GnRH encore plus. On peut rajouter de la LH recombinante pour pousser le corps jeune à sécréter, corps jeune à sécréter progestérone et œstrogène. On peut rajouter de l'ACG, mais du coup, vous allez me dire c'est un peu contradictoire, mais ça sera à faible dose pour éviter l'hyperstimulation, comme on peut donner de fortes doses d'œstrogène et de progestérone. Alors, l'agoniste de la GnRH en phase lutéale pour sauver la situation en cas de déclenchement par agoniste, ça a été testé récemment dans cette étude avec un bon et un excellent taux de grossesse, mais c'est une étude qui n'est pas comparative, rétrospective, aucun cas d'hyperstimulation. Nous sommes dans l'attente de la validation des résultats. Sinon, la LH recombinante a été aussi tentée en phase lutéale. Le problème, c'est que ça coûte évidemment extrêmement cher, la LH recombinante, aux doses qui sont décrites dans ce protocole. Ça marche, pas d'hyperstimulation, c'est cher et pas d'études qui ont suivi par la suite. Mais venons-en au sujet du jour, parce que les 2 protocoles qui sont les plus utilisés, c'est évidemment l'ACG et les œstrogènes et la progestérone à forte dose. Alors l'ACG, elle peut être donnée à différents protocoles, soit le jour du déclenchement à la dose de 1000 à 1500, soit le jour de la ponction à la dose de 1500, ou bien durant la phase lutéale, qu'elle soit associée à une dose initiale ou toute seule. On va commencer par ce qu'on appelle le double déclenchement, c'est-à-dire vous mettez un agoniste et vous donnez une faible dose d'ACG avec, ou en anglais le dual triggering. Attention, c'est un terme qui est utilisé pour plusieurs choses dans la littérature. Nous, ce qui nous importe et ce qui nous intéresse, c'est son utilisation chez des hyperrépandeuses avec de l'ACG à faible dose pour justement soutenir la phase lutéale. Je ne parle pas ici du double déclenchement utilisé pour recueillir plus d'ovocytes matures
chez des hyporépondeuses, par exemple. Alors voilà, Shapiro le montre en 2011, c'est bien, ça marche. C'est mieux, ça donne de meilleurs résultats que si on transfère sur un agoniste, après un déclenchement par agoniste, sans autres soutiens de la phase lutéale, mais ça on le sait presque, avec un seul cas d'hyperstimulation. Ces résultats sont confirmés par d'autres études rétrospectives. Donc un déclenchement le jour, un double déclenchement, ACG et agoniste en même temps, mais avec une dose de 1500. Le problème, c'est que l'hyperstimulation réapparaît plutôt. Vous rajoutez de l'ACG, il est logique d'avoir un taux d'hyperstimulation, mais il est inacceptable d'avoir 3% d'hyperstimulation chez des patientes qui sont normorépondeuses. Donc, il y a un autre protocole, et donc quand on parle d'ACG dans le déclenchement par agoniste, on parle bien sûr de M. Omaïdan. C'est le monsieur de déclenchement agoniste et soutien à la phase lutéale ou sauvetage de la phase lutéale par ACG. Son protocole comprend de la progestérone, mais de l'ACG à 1500 le jour de la ponction cette fois-ci. Alors, là, ça paraît être un long fleuve tranquille parce qu'on voit que dans les publications, c'est toujours des taux de grossesse comparables au protocole avec déclenchement par ACG et aucun cas d'hyperstimulation ou presque dans les déclenchements par agonistes et soutien de la phase lutéale par ACG le jour de la ponction. Dans cette même publication, quand il compare avec l'ACG donné, donc avec le déclenchement par ACG, encore une fois, il montre qu'il a de bons résultats chez des hyperrépondeuses et aucun cas d'hyperstimulation. Ça paraît idyllique. Même sur des études rétrospectives, on voit des faibles taux d'hyperstimulation avec des taux de grossesse qui sont similaires au déclenchement par ACG. Donc, peut-être qu'ici, on a trouvé le superbe protocole qui va nous éviter l'hyperstimulation avec une élimination presque totale de l'hyperstimulation. Voilà, sauf que d'autres équipes essayent d'utiliser le même protocole. Ça ne donne pas toujours les mêmes résultats au commun de l'équipe de Maiden, puisque, par exemple, sur cette étude de l'Escheret qui est présentée à l'Escheret 2018, on voit qu'il y a quand même 9% d'hyperstimulation. C'est pas rien, hein, 9%, c'est presque 10%. Et même M. Sayhan pousse un cri d'alarme avec 21% d'hyperstimulation, avec ce rajout de 1500 d'ACG le jour de la ponction. Donc, attention, on n'a pas encore inventé le meilleur protocole. Est-ce qu'il faut donner l'ACG le jour du déclenchement ou le jour de la ponction? Ce sont les mêmes résultats, mais il y aurait peut-être, selon ce poster à la SRM, plus d'hyperstime si on donne le jour de la ponction. Venons-en à l'ACG donné durant la phase lutéale. Là, ça peut avoir un rationnel, puisque le déclin de la progestérone commence à J2 post-ponction. Donc, on pourrait retarder un peu l'ACG. Sur des études observationnelles, ça pourrait être intéressant. Et il y a une superbe étude où l'ACG va être donné, mais à de très faibles doses, quotidiennement, 150 à 200 unités par jour d'ACG, à partir de J2 ou de J3, pour soutenir, mais très légèrement, les corps jeunes. Les taux de naissance vivante sont comparables qu'avec un déclenchement par ACG classique, mais les taux d'hyperstimulation sont aussi comparables qu'avec un déclenchement par ACG, ce qui est bien sûr pas intéressant. Nous, l'objectif de tout ça, c'est d'avoir des taux d'hyperstimulation qui étaient nuls ou au moins diminués. Est-ce qu'il y a intérêt à donner une dose additionnelle d'ACG quand on a déjà donné une le jour de la ponction? Dans une population à risque ici, dans cette étude, ça donne beaucoup plus d'hyperstimulation, 7%. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on introduit l'ACG, il y a quand même augmentation du taux d'hyperstimulation. Omaïdan dit que les normorépondeuses, ou en tout cas les, entre guillemets, c'est-à-dire les répondeuses, les hyperrépondeuses, mais qui ont des oestradiols inférieurs à 4000, c'est elles qui pourraient bénéficier de cette dose supplémentaire de 1500 à J5 parce qu'elles auraient moins de corps jeunes que les autres. Mais encore une fois, 1,6% d'hyperstime dans une population non à risque, est-ce que c'est acceptable? Les méta-analyses le disent, efficacité oui, mais sécurité, ce n'est pas démontré du tout, puisqu'il n'y a pas de différence quand on rajoute de l'ACG entre déclencher avec une dose pleine d'ACG. Donc, pour l'ACG, il va falloir trouver une solution. Est-ce que tout le monde en a besoin? Est-ce qu'on ne peut pas diminuer la dose d'ACG pour ne plus avoir d'hyperstimulation? Quand on voit les taux de progestérone après déclenchement par agoniste, ça varie de manière très importante. Tout le monde ou toutes les patientes ne souffrent pas de la phase lutéale défectueuse. Donc on pourrait réserver l'ACG uniquement à celles
qui auraient une phase lutéale défectueuse. C'est le principe du luteal costing présenté par cette équipe, mais qui implique quand même un dosage de progestérone quotidien pour guetter la chute de progestérone et injecter l'ACG à ce moment-là. Est-ce que c'est acceptable pour une patiente d'avoir un dosage quotidien? Je pense que non. Donc au final, si on part du déclenchement par agoniste avec soutien par ACG en vue d'un transfert frais, c'est efficace. Les formes galéniques à faible dose n'existent pas chez nous, il faut le savoir. Ça fait réapparaître le risque d'hyperstimulation aussi bien précoce que tardif. Le meilleur protocole reste quand même à déterminer, mais le plus utilisé, c'est celui décrit par Omaidan, 1500 ACG le jour du déclenchement, avec un ajout de progestérone qui est aussi nécessaire. Voilà, je vais passer au deuxième gros protocole qui existe dans la littérature. C'est en se disant, eh ben, évitant la CG, phase lutéale défectueuse, je vais bombarder, entre guillemets, la patiente de progestérone et d'œstrogène. Des débuts un peu décevants, passants, mais c'est M. Engman qui remet au goût du jour le protocole, je vous le présente. Lui, il se dit, objectif, œstradiol, c'est supérieur à 200 picogrammes et progestérone supérieur à 20 nanogrammes. Je mets progestérone en IM 50 mg par jour, des patchs d'œstrogène et je fais des prises de sang à J3, J7 et J14. Si mes objectifs ne sont pas atteints, eh ben, je rajoute des doses d'œstrogène et de progestérone. Vous voyez que c'est très intense comme soutien à la phase lutéale. Alors, dans ces mains, bien sûr, c'est superbe parce que quand on compare ça au déclenchement par ACG, on a les mêmes taux de grossesse et 0% d'hyperstime contre 34% chez une population qui est à risque. Les autres retrouvent des résultats intéressants. Quand on compare au freeze-all, dans les deux groupes, aucun cas d'hyperstimulation, ça paraît superbe. On n'a pas besoin de faire du freeze-all selon ce protocole. Mais c'est Engman lui-même et son équipe qui disent que ça marche beaucoup moins chez les patientes qui ont des œstradiols inférieurs à 4000. C'est-à-dire que vous prenez des hyperrépandeuses, il y en a qui ont des œstradiols le jour du déclenchement supérieurs à 4000, c'est elles qui peuvent éventuellement avoir ou bénéficier de ce protocole de soutien de la phase lutéale intensive. Alors que celles qui ont eu un œstradiol inférieur à 4000, elles ont eu beaucoup moins de grossesse, 38% versus 53%, et plus de fausses couches, mais ce n'était pas significatif. Donc, les normorépandeuses, ou en tout cas quand l'œstradiol est inférieur à 4000, ça marcherait beaucoup moins. Donc, ce qu'on peut dire de ce protocole, c'est qu'il est efficace chez les patientes qui ont des œstradiols très élevés, parce que ces femmes ont beaucoup de corps jeunes, et qu'ils peuvent aider à pallier au déficit. C'est que ça nécessite de fortes doses, et ça nécessite des dosages répétés pour voir si vous êtes toujours dans les bonnes marges d'œstrogène et de progestérone. Les formes galéniques de la progestérone 50 mg, ça n'existe pas chez nous. On n'a que la 500 mg. Comment l'utiliser? Il est contraignant pour les patients parce que ça les oblige à se piquer jusqu'à 10 semaines si on suit le protocole présenté par cette équipe, ce qui rend un peu difficile sa généralisation. Et quand même, il peut entraîner des cas d'hyperstimulation tardive si on transfère en frais, parce que si la patiente tombe enceinte, son ACG peut éventuellement donner une hyperstimulation. Est-ce qu'on peut trouver un accord? On adore trouver des accords en Tunisie. On peut trouver un accord parce que je pense que la bonne stratégie se situe au milieu. M. Coren avait déjà présenté un bon compromis. Il s'est dit, si c'est plus que 20 ovocytes à la ponction, eh ben, je ne donne pas d'ACG et je fais un freeze-all. Mais si j'ai moins de 20 ovocytes, eh ben, je vais donner de l'ACG à J3 pour soutenir la phase lutéale. Je vais faire mon transfert en frais. Avec ça, il nous présente 0% d'hyperstimulation et des taux de grossesse comparables à vérifier. En tous les cas, ce qui est sûr, pour finir, c'est que les répondeuses normales ont besoin de plus de soutien et du soutien par ACG. Les hyperrépondeuses avec un œstradiol de supérieur à 4000, elles peuvent espérer de bons taux de grossesse en utilisant un soutien intensif sans ACG. Et que, in fine, seul le freeze-all peut éliminer complètement à 0%, ou presque, parce qu'on a expérimenté un cas quand même, le risque d'hyperstimulation. Et donc, pour finir, je vous présente cette proposition, mais qui est à discuter. Si nous avons des patientes à risque d'hyperstimulation avec un œstradiol supérieur à 3000 ou plus que 16 follicules de plus de 11 mm, eh bien, ne prenons pas de risque déclenchant par agoniste de la GnRH, 0,2 mg, 36 heures avant la ponction. Si les biologistes nous disent entre 16 et 20 ovocytes et que l'œstradiol n'est pas monté au-dessus de 4000, eh bien là, on peut prendre notre courage à deux mains, donner le jour de la ponction 1500 d'ACG et faire un soutien de la phase lutéale normale et transférer en frais.
Si on vire à l'orange avec un estradiol entre 4000 et 5000 et entre 21 et 24 ovocytes, soutien intensif de la phase lutéale, ces patientes-là, Engman a montré qu'elles peuvent avoir un transfert en frais sans ACG parce que le soutien intensif leur donne de bons taux de grossesse sans risque d'hyperstimulation. Maintenant, si on vire au rouge, plus que 25 ovocytes, un estradiol supérieur à 5000, beaucoup d'auteurs s'accordent à dire que le plus sage serait de faire un freeze-all, et je vous remercie. Merci, Dr Khrouf, pour cette excellente communication et surtout pour le respect du timing. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Oui, c'est Halouani. Merci Mohamed pour cette belle présentation. En fait, définir une hyperrépondeuse, c'est toujours non codifié. C'est comme on était avant avec les hyporépondeuses et que heureusement qu'on a une nouvelle classification Poséidon qui nous a éclairci un peu la situation. Absolument. Maintenant, avec hyperrépondeuse, chacun, qu'est-ce qu'il dit, 15, 18, 20, 22, donc on ne sait pas où est-ce qu'on est. Et je pense que si on veut éviter deux choses, les hyperréponses qui donnent deux choses à la fois, donc la réponse forte avec une hyperestradolémie qui va sûrement altérer l'endomètre. Donc on a une avance de maturation. Et le deuxième risque, c'est avoir un syndrome d'hyperstimulation, donc c'est le risque maternel. Et moi j'invite tout le monde à faire attention et ne pas se précipiter pour faire un transfert dans tous les cas. Moi, ce que je fais habituellement, si je sens que j'aurai une hyperréponse, je prépare ma patiente dès le 5e jour de STIM. Je lui dis, Madame, peut-être qu'on ne va pas transférer, mais on verra. Et j'attends le moment où je fais le déclenchement de l'ovulation, et puis je déclenche par l'analogue, bien sûr, et deux situations se posent. Il y a des situations où c'est clair, il faut passer au freeze-all. Il y a des situations où le nombre d'ovocytes n'est pas tout à fait comme prévu. Et que je me dis, peut-être que je ferai un transfert frais. Et à ce moment-là, ce que je fais, je renforce la phase lutéale par œstrogène et progestérone. Oui. Et j'attends le jour du transfert. J'ai l'impression que nous sommes d'accord jusque-là. Oui, le jour du transfert, je ferai un contrôle. Je vais interroger ma patiente, je vois s'il y a des troubles digestif ou non, je fais mon échographie, et à ce moment-là, s'il n'y a pas un risque d'hyperstimulation, à ce moment-là, je donne 1500 unités d'HCG et je fais le transfert. D'accord. Et je pense que c'est une politique prudente pour essayer de ménager ce problème d'hyperstimulation ovarienne. Toutefois, je me dis, il faut que nous tous, nous faisons attention à ce syndrome d'hyperstimulation et il faut être presque sûr de ne pas le provoquer et de l'éviter. Merci, je suis d'accord avec tout. Maintenant, ma proposition ou la vôtre reste à évaluer, je pense. Ben, voilà, c'est tout. Photo. Merci. Je voulais vous remercier pour votre présentation, et qui était d'ailleurs de très grande qualité. Et je veux dire que c'est très courageux à l'heure actuelle de promouvoir le transfert frais après déclenchement par agoniste. Et il me semble qu'il y a un grand paradoxe à l'heure actuelle, c'est qu'en réalité, beaucoup de gens craignent le déclenchement par agoniste et le transfert frais. Donc, comme dans beaucoup d'équipes encore, et je crois que c'est vrai le cas en Tunisie, mais c'est aussi vrai le cas en France, où on n'est pas forcément très sûr de sa politique de vitrification, qu'on a des biologistes qui sont un peu surmenés, on évite un certain nombre de freeze-all, et dans certains cas, et dans beaucoup de cas, comme les gens ne sont pas très sécures avec le déclenchement par agoniste, on continue encore à déclencher par HCG, et c'est dans ces cas-là qu'on a le plus d'hyperstimulation. Ouais. Parce que s'il y a un vrai scandale quand même dans la fécondation in vitro, c'est la non-déclaration des hyperstimulations après les cycles d'HCG. Alors je veux bien qu'on parle des hyperstimulations après déclenchement par agoniste et faible dose de 1500 unités, mais nous, on va publier là très prochainement 2 séries à parier déclenchées par HCG et déclenchées par agoniste plus faible dose d'HCG, et c'est évident qu'on a beaucoup moins d'hyperstimulation. Donc la première chose à dire, c'est déclencher par agoniste à chaque fois que vous en avez
que vous avez le moindre doute. Et je voudrais dire aussi, juste dans la littérature, c'est quand même très clair, c'est 18 follicules supérieurs à 11 mm. Donc dès qu'on a un doute, surtout, déclencher par agoniste, et puis après, on peut discuter effectivement. Mais je crois que vraiment, je voudrais encourager au déclenchement par agoniste, et sachant qu'on peut congeler ou transférer. Voilà. Merci. Oui, docteur Marouane. Merci Mohamed pour la présentation, je suis là. Oui, je t'ai vu. Il y a juste Rawda qui me perturbe un peu. Voilà. Alors, je voulais te poser une question par rapport aux premiers articles que tu as présentés, là où il parle de hypersimulation en cas d'ajout d'ACG le jour du déclenchement ou de la ponction. Est-ce que c'était des hypersimulations tous azimuts avec des... Précoce et tardive. Non, des syndromes Il légers, ne comptabilise modérés, pas les légères, il comptabilise les moyennes à sévères. D'accord. Et pour ton expérience à toi, tu fais comment? On n'a pas le 0,1 intramusculaire, donc tu donnes quelle dose pour la progestérone? Pour les oestrogènes et la progestérone, en cas de déclenchement par agoniste. Et pour la CG aussi. Oui. Maintenant, la CG, ça, c'est une vraie question pratique, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de stylo pour la CG, donc on ne peut pas donner une dose exacte. Donc on peut donner à peu près 1700. C'est ça, c'est le quart d'ampoule de vitrel ou le tiers. Sinon, on a la progestérone à 500 mg, que l'on donne habituellement, nous, c'est la progestérone retard à 1 jour sur 3. Je ne sais pas comment faire, je suis en train d'essayer de donner 1 jour sur 2, mais c'est extrêmement douloureux et les patientes supportent très mal. Et je donne de l'hormone à raison de 1 x 3 par jour, quand je veux faire un soutien de la phase lutéale intensif. Pour l'ACG, c'est vrai que je ne suis pas très fan, pas à l'aise de donner de l'ACG en soutien de la phase lutéale parce que je n'ai pas 1500. On demande à la patiente de s'injecter un quart ou un tiers de quelque chose, et pourvu qu'elle s'injecte la moitié, je veux dire, on se retrouve dans la situation initiale. Donc, avec l'ACG, je suis un peu plus réservé. Et tu monitores la phase lutéale pour avoir une oestradiolèmie. C'est supérieur, pas inférieur, hein, c'est supérieur à 200. Oui, absolument. C'est oestrogène, oui, un oestrogène supérieur à 200 et une progestérone supérieure à 20. Je n'ai pas fait les 3 dosages. Jusque-là, je fais un seul dosage au milieu. Merci. Merci. Dernière question, Rawda Zoueri. Dans tout cela, je crois que vous oubliez les embryons, là. Et puis là, en tant qu'embryologiste, je vous le rappelle, je pense qu'il est important de tenir compte du nombre et de la qualité des embryons disponibles quand on déclenche par les agonistes. Si on a beaucoup d'embryons et que on peut en transférer un en général, et puis en général c'est ce qu'on fait nous quand on a beaucoup d'embryons, on transfère le moins bon et on congèle le reste. Si on n'en a pas, il ne faut pas les gaspiller et autant les congeler et les mettre dans de bonnes conditions. Voilà. C'est une attitude, ça fait un peu l'eau de consolation. Moi, je trouve de transférer le moins bon, juste comme ça pour avoir fait le transfert, non? Je sais pas. Si, mais ça a donné pas mal de grossesses. Oui, parce que c'est des femmes généralement jeunes et qui, voilà, de toutes les façons, sont de bons pronostics. Et pour revenir à la désynchronisation de l'endomètre par oestrogène, vous voyez les taux qui sont rapportés. C'est au-dessus de 50%. Et c'est surtout par rapport à la femme, parce que bon, elle n'est pas déçue. C'est clair que la déception des patientes, dans leurs yeux, elle est là. Peut-être que ce que fait Dr Halweni, c'est-à-dire d'anticiper déjà en cours de stimulation et de prévenir qu'il est possible de faire un freeze-all, ça pourrait aussi aider les patientes à accepter une décision médicale. Alors on va passer à... C'est bon, on est pressé Salwa, par tu me le poseras temps, la on va question au passer. café. Merci.